Ta sœur va vivre dans ton appartement, ont annoncé mes parents lors du dîner familial. Je les ai laissés parler tranquillement. Une semaine plus tard, ils sont apparus avec une voiture chargée. Mais ce n'était pas moi qu'ils attendaient à l'intérieur, ils ont décidé sans poser de questions, comme d'habitude, et j'étais censé acquiescer avec un sourire, puis faire en sorte que tout fonctionne. Je m'appelle Sofia Martinez, j'ai 29 ans et je suis responsable comptable dans une entreprise dont personne en dehors du monde financier n'a jamais entendu parler. Je mène une vie tranquille dans un immeuble paisible, sans drame ni blessure. J'ai construit tout ce que j'ai à partir de zéro, mon diplôme, mon emploi, ma cote de crédit, même ma table de cuisine. Sans aide, sans raccourci. Mais si tu demandes à ma famille, ils diront probablement que je suis froide. Pas parce que j'ai crié, ni parce que je suis parti, ni même fait du mal, mais parce que j'ai arrêté de gérer leur désastre. Tu vois, j'ai une sœur aînée, Elena, de 2 ans plus que moi, mais d'une certaine manière, elle reste toujours 5 pas derrière. Elena a une capacité incroyable à transformer ses échecs en tragédies, faisant porter la responsabilité aux autres. Elle a perdu un autre emploi. Le chef était toxique. Elle a été mise à la porte de son appartement. Ses collègues étaient jalouses. Une autre facture impayée. Elle fait de son mieux, et mes parents, Rosa et Miguel, ne remettent jamais rien en question. Ils s'adaptent, se réorganisent. Et si eux-mêmes ne peuvent pas arranger les choses, ils se tournent vers moi. Tu es stable, Sofia. Tu as de la chance. Tu peux aider. Cette phrase me suivait depuis des années. Aide avec la voiture, aide avec le loyer, aide avec la caution, toujours de l'aide. Et quand je disais non, les rares fois où je résistais, ils agissaient comme si c'était moi qui brûlais des ponts. J'ai appris tôt que ma valeur ne résidait pas dans l'amour, mais dans mon utilité, mais l'utilité a ses limites. Et ils étaient sur le point de découvrir les miennes. Les dîners du dimanche avaient une cadence particulière dans notre maison. Le même ragoût, la même table, la même pression déguisée en politesse. Ce soir-là, l'atmosphère semblait répétée. Ma mère m'a accueilli à la porte avec un sourire trop large pour être sincère. Tu es si maigre, chérie. Tu manges bien? Mon père ne disait pas grand-chose, juste un léger hochement de tête et un bonjour, fille distrayante. Elena était déjà assise à table, le téléphone à la main, évitant mon regard comme une adolescente convoquée dans le bureau du directeur. Je connaissais les signes. Quand ma mère était douce et que mon père gardait le silence, cela signifiait qu'ils étaient sur le point de me dire quelque chose que je n'allais pas apprécier. Nous avons passé la salade. Ma mère a loué la météo comme si c'était un accomplissement. Mon père a continué à remplir son verre pendant qu'Elena repoussait la nourriture sur son assiette comme si elle pouvait la mordre. Puis, ma mère a posé son couteau, a croisé les mains sur la table et m'a adressé ce sourire fin qu'elle réservait pour les faveurs teintées de culpabilité. Sofia, a-t-elle commencé d'une voix douce, nous avons parlé. Elena a traversé des moments difficiles récemment et elle va vivre avec toi pendant un temps. Ainsi, sans préambule. Pas de questions, pas de discussion. Elle l'a dit comme si elle me proposait des biscuits, comme si, bien sûr, j'allais dire oui. J'ai senti la pièce se figer, comme s'ils attendaient une résistance, anticipant un refus qu'ils pourraient qualifier d'égoïsme. J'ai regardé Elena, qui a vite détourné le regard pour revenir à son assiette. Mon père a toussé, déjà préparé pour le conflit, mais au lieu de me battre, j'ai souri. Bien sûr, ai-je répondu avec légèreté, si ça aide Elena à aller mieux, je ne vois pas pourquoi pas. Le silence qui a suivi était tranchant. Ma mère a cligné des yeux, surprise. Mon père a laissé échapper un soupir de soulagement, et Elena s'est affalée dans sa chaise avec une satisfaction qui s'étendait sur son visage comme du mousse. Personne n'a remarqué combien je restais immobile après cela, ni combien je devenais silencieuse. Ils croyaient que j'avais cédé, mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'eux n'a pensé à demander, c'était que je ne vivais plus dans cet appartement depuis plusieurs semaines et que je n'avais aucune intention de laisser Elena ou quiconque s'installer dans un endroit qui n'existait déjà plus. Je ne me suis pas réveillé un matin en décidant de mentir à ma famille. Cela a pris des années de déceptions silencieuses, de faveurs dictées par la culpabilité, de sacrifices enfouis dans la mémoire. Des années à comprendre que dans ma famille, la survie venait avec des conditions et que être forte ne signifiait que d'être la plus commode à utiliser. À 22 ans, ils ont saisi la voiture d'Elena. Elle a appelé en pleurant. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se rendre à son nouvel emploi, que cette fois-ci c'était différent,
qu'elle avait juste besoin d'un petit coup de pouce. Mon dossier de crédit était impeccable. Un prêt d'apparence modeste. Elle a cessé d'aller à ce travail 3 semaines plus tard. Elle n'a pas payé les mensualités. Devine qui a souffert des conséquences sur son crédit? À 24 ans, ma mère m'a appelé en larmes parce qu'ils étaient en retard sur le paiement de l'hypothèque. Mon père avait perdu son emploi. Elena était revenue à la maison. J'ai fait un virement de 1 900 € dès le lendemain. Personne ne m'a remercié. À Noël, ma mère m'a offert une tasse disant « meilleure fille du monde » et j'ai failli rire. À 26 ans, Elena a été arrêtée pour conduite en état d'ivresse, au moins, de ce que nous avons su. Mon père m'a demandé de garder cela secret. Il a dit que cela détruirait la réputation de la famille. J'ai payé l'avocat. Elena n'a pas prononcé un mot. 1 an plus tard, quand elle a de nouveau été arrêtée et que j'ai refusé de l'aider, ma mère m'a qualifié de froide. « Tu n'as jamais compris ce que signifie se soucier de quelqu'un que tu aimes », a-t-elle déclaré. La vie d'Elena est plus difficile que la tienne. C'est à ce moment-là que j'ai su, non que je le soupçonnais, je le savais qu'il ne voyait pas en moi. Il voyait une fonction, un robinet qu'il pouvait ouvrir chaque fois que quelque chose se brisait. Un portefeuille souriant. J'ai commencé à m'éloigner, à décliner poliment, à changer de sujet, à dire « je vais y réfléchir » au lieu de « oui ». Ils l'ont remarqué et cela ne leur a pas plu. Un soir, je me suis retrouvé seul dans mon appartement, cet appartement que j'avais acheté sans aide, décoré avec des soldes, payé mois après mois avec des chiffres, des tableaux de calcul et une diligence silencieuse. J'ai regardé la porte d'entrée et j'ai réalisé que je ne me sentais plus en sécurité là-bas, parce que ce n'était pas le mien. Quand il voulait quelque chose, c'était toujours notre, mon temps, mon argent, ma patience. J'ai donc pris une décision. J'ai appelé une agence immobilière. J'ai discrètement vendu l'appartement, légalement, sans faire de bruit. Je me suis installé dans un petit logement à l'autre bout de la ville. Personne ne m'a demandé où je venais, et je ne l'ai pas offert. J'aurais pu leur dire, mais je ne l'ai pas fait. Pas par cruauté, ni par vengeance, mais par préservation. Parce que parfois, quand tu grandis dans une famille qui ne se souvient que de ton utilité, le geste le plus aimable que tu puisses te faire, c'est de disparaître juste pour pouvoir respirer. Les messages ont commencé le lundi. Nous apporterons le matelas d'Elena samedi matin. Miguel chargera les cartons vendredi soir. Elle est excitée d'avoir enfin son propre espace. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Il s'adressait à une version de moi qui n'existait plus. Chaque message supposait que j'ouvrirais la porte, réorganiserais ma vie, absorberais le poids sans faire de bruit. Il l'avait déjà fait auparavant, sauf qu'il ne savait pas que j'avais cessé d'écouter. Jeudi, ma mère m'écrivait déjà tous les jours. Fais-moi savoir si tu veux qu'on nettoie quoi que ce soit avant qu'elle ne s'installe. Elena dit qu'elle ne sera pas une charge. Cela m'a fait rire silencieusement en prenant mon café. Elle n'avait pas lavé une assiette dans son propre appartement depuis des années, mais j'ai laissé les choses suivre leur cours. Je ne me suis pas opposé. Je ne les ai pas corrigées. J'ai juste attendu. Samedi matin, je suis sorti tôt. D'abord un café, puis une balade en voiture de l'autre côté de la ville. Sans destination précise. J'ai flâné dans un marché fermier sans intention d'acheter quoi que ce soit. Je suis resté sous le soleil plus longtemps qu'il ne le fallait. Mon téléphone a vibré dans ma poche 3 fois avant que je ne le regarde. Appel manqué. Messages vocaux. J'ai laissé passer la 4e appel. J'ai finalement répondu. C'était ma mère, mais non avec sa voix douce, plutôt avec un ton brisé, la voix de la panique. Que se passe-t-il, a-t-elle demandé. Il y a un homme ici. Il dit qu'il vit dans l'appartement. Il affirme que tu n'y vis plus. J'ai laissé le silence s'étendre. Je voulais qu'elle ressente ce manque d'espace, cette certitude absente. Tu ne nous l'as jamais dit, a-t-elle lâché, irritable. Tu n'as jamais dit un mot. Je n'ai pas répondu calmement. Je ne l'ai pas fait. Au fond, on entendait des sacs. La voix de Miguel, aiguë et basse. Elena disant quelque chose que je n'entendais pas. Sofia, a chuchoté ma mère avec urgence. Qu'est-ce que c'est? J'ai vendu l'appartement, dis-je simplement, il y a plusieurs semaines. Quoi, balbutia-t-elle. Je me suis silencieusement déplacé. Je ne pensais pas que cela ait de l'importance. Personne n'a demandé où je vivais, donc je ne l'ai pas dit.
pendant un moment, rien. Je les ai imaginés tous les trois sur le perron. Des sacs au sol, bras croisés, réalisant qu'ils avaient planifié une invasion, mais étaient arrivés au mauvais château. Puis la voix cinglante de Miguel. Tu nous as menti. Tu as dit qu'elle pouvait vivre avec toi. J'ai dit, si cela est d'Elena, je ne vois pas pourquoi pas, je n'ai pas dit où. Il y a eu une autre pause. Une inspiration aiguë de la part de ma mère et enfin d'Elena. Alors, que se passe-t-il? Maintenant, nous sommes censés le deviner. Sa voix semblait plus jeune quand elle l'a dit. Je n'étais pas en colère, juste perdu. Et pendant une brève seconde, j'ai presque répondu, mais je ne l'ai pas fait, parce que c'est ce qu'il ne savait pas. Je n'ai pas changé la serrure par rage. Je n'ai pas vendu l'appartement pour faire un point. Je l'ai fait parce que j'en avais assez de vivre dans un endroit que je n'avais jamais ressenti comme le mien. Je l'ai fait parce que je méritais d'entrer dans ma propre maison sans me préparer à un choc, et parce que parfois, le plus gentil que tu puisses faire pour des personnes qui refusent de changer, c'est de ne plus leur faire de la place. Ils pensaient que c'était la fin. Ils s'étaient trompés, car au crépuscule, ils étaient devant ma porte. Je savais qu'ils viendraient, même pendant que je prenais mon café ce matin-là, même en laissant les messages vocaux s'accumuler. Je savais que maman ne laisserait pas passer ça, qu'elle irait fouiller, appellerait quelqu'un ou se présenterait simplement pour prouver que, peu importe combien je m'éloignais, j'étais toujours accessible. J'étais toujours obligé. Alors que le soleil se couchait, les coups résonnèrent. 3 knocs rapides et secs. Le genre d'appel qui cherche à paraître poli, mais qui manque cruellement d'attention. J'ai regardé à travers le Judas, Rosa, Miguel, Elena, avec un coffre plein de cartons garés sur le trottoir comme si c'était le jour du déménagement. J'ai ouvert la porte à moitié. Vous m'avez trouvé, dis-je sans émotion. Ma mère était rouge. Le rouge à lèvres usées, les cheveux tirés en arrière par ses mains, sans cesse. Nous avons essayé d'appeler, dit-elle d'un ton tendu. Nous ne croyions pas, vraiment, que tu serais ici. C'est mon appartement, répondis-je. Mais tu as dit. La voix de Miguel commençait à s'élever. Tu as dit qu'elle pouvait venir vivre ici, et maintenant nous sommes là avec toutes ces affaires et tu agis comme si nous étions des étrangers. Je ne bougeais pas, je ne parlais pas plus fort, je n'avais jamais dit qu'elle pouvait emménager ici. J'avais seulement dit, si cela est d'Elena, je ne vois pas pourquoi pas. C'était dans l'ancien appartement, celui qui, au cas où vous l'auriez oublié, n'est plus le mien. Elena a fait un pas en avant, bras croisés, joues rouges, mais ce n'était pas de la honte, c'était de la colère. C'est mesquin, Sophia. Tu te comportes toujours comme si tu étais au-dessus de tout le monde, mais ça, c'est juste cruel. J'ai incliné la tête. Tu as emballé ta vie. Tu as traversé la ville pour te déménager dans un endroit dont tu n'as même pas confirmé l'existence. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'arrogance. La voix d'Elena se brisa. Tu es ma sœur. Oui, répondis-je froidement, et tu confonds ça avec un hébergement gratuit depuis des années. Miguel s'interposa entre nous. Sa voix avait une note de mise en garde. Assez, Sophia, nous ne partons pas. Nous avons supporté beaucoup de choses de ta part. Tu le dois à ta sœur. Là, encore, le mot qui flottait dans l'air, jamais dit, mais omniprésent, comme si chaque euro que j'avais payé, chaque heure de travail, chaque nuit blanche à résoudre des problèmes que je n'avais pas causés, était inscrit dans une sorte de contrat invisible que je n'avais jamais signé. Je reculai et pris mon téléphone. « Que fais-tu » demanda ma mère, plissant les yeux. Je ne répondis pas. Je composai 3 tonalités. Urgence. Quelle est votre situation? Ma voix resta ferme. Oui, j'ai des membres de ma famille devant mon appartement qui refusent de partir. Ils ne sont pas inscrits sur le bail. Ils n'ont pas été invités. J'aimerais signaler un cas d'intrusion. La bouche d'Elena s'ouvrit. Miguel murmura quelque chose entre ses dents. Rosa me regarda comme si je l'avais giflé. Sophia, murmura presque suppliant ma mère. Tu vas appeler la police contre ta propre famille. Je vous ai demandé de partir, dis-je. Vous ne l'avez pas fait. L'opératrice me demanda l'adresse. Je la donnai. La voix d'Elena tremblait de colère. Tu es en train de tout gâcher. Que vont penser les gens de toi? Que vont-ils dire? Oui, répondis-je. Ils diront que j'ai enfin cessé d'ouvrir la porte.
Rosa cligna des yeux. Sa voix baissa d'un ton. Tu étais si gentil avant. Je ne bronchais pas, tu te rendais compte quand je souffrais. Le silence qui suivit n'était pas vide mais dense, rempli de chaque limite ignorée, de chaque mot avalé. Chaque fois que j'ai dit oui alors que je voulais crier non. Une patrouille arriva 10 minutes plus tard. L'agente sortit, grande, sereine, la main près de sa ceinture mais décontractée. « Bonsoir, dit-elle. Nous avons reçu un appel pour intrusion. » J'acquiesçai. C'était moi. Elle regarda mes parents, Elena, la voiture avec les sacs toujours dans le coffre. « Madame, monsieur, je vais devoir vous demander de quitter la propriété. »« C'est notre fille, dit Miguel. »« C'est une affaire de famille et ici, c'est sa résidence, répondit l'agente, une résidence où vous ne pouvez pas être sans son autorisation. » Elena semblait sur le point de pleurer, ou peut-être de briser quelque chose au sol, ou les deux. « Tu vas regretter ça, Sophia ?»« Non, répondis-je. J'ai regretté presque tout jusqu'à maintenant. Ce choix-ci, c'est le premier sur lequel je suis sûr. » Le lendemain, je me réveillai avec 12 appels manqués, 5 de ma mère, 2 de mon père, et le reste, des numéros que je ne reconnaissais pas, probablement des cousins ou des amis de la famille avec qui je n'avais pas parlé depuis ma graduation. Puis les messages arrivèrent. « Pourquoi ferais-tu cela à ta propre sœur? Ta mère est dévastée. Elena dort dans sa voiture. C'est ce que tu voulais. » Je ne répondis pas. Je glissai simplement le doigt sur l'écran puis je l'ai trouvé. Un post public de ma mère sur Facebook. 3 paragraphes parsemés d'émojis de cœur brisé et une photo d'Elena quand elle était bébé. Nous avons élevé nos 2 filles pour qu'elles prennent soin l'une de l'autre, mais l'une d'elles a oublié ce que cela signifie. Nous sommes anéantis que Sophia, si réussie, si chanceuse, ait tourné le dos à sa famille en un moment de besoin. Elena ne mérite pas cela. Personne ne le mérite. Des centaines de j'aime. Des dizaines de commentaires de personnes que je n'avais pas vues depuis mes 12 ans. M'appelant égoïste, froide, ingrate. Ce n'était pas nouveau, juste plus bruyant. Je restai là, à regarder l'écran pendant un long moment, et pour la première fois de ma vie, je répondis, un fil simple, sans ornement, sans fioriture. Capture d'écran du virement de 1900 € qu'ai-je fait pour couvrir l'hypothèque? Capture d'écran de mon nom sur le prêt de voiture d'Elena, suivi de l'avis de recouvrement pour impayé. Une photo de la facture de l'avocat pour son affaire de conduite en état d'ivresse. Une chronologie de tous les services ponctuels que j'ai acceptés depuis mes 22 ans. Le reçu de la vente de l'appartement et enfin, un message que j'avais conservé, un message qu'Elena m'avait envoyé il y a 2 ans, m'appelant robot ennuyeux parce que je ne voulais pas lui laisser séjourner un mois chez moi. Je finis avec une seule phrase. Je n'ai pas abandonné ma famille, j'ai juste cessé de me porter volontaire pour leurs dettes émotionnelles. J'éteignis le téléphone ensuite. Non pas par peur, mais parce que je n'avais besoin d'aucun applaudissement, juste de silence, et pour une fois, je l'avais. Cette nuit-là, l'appartement était calme, sans bruit dans le couloir, sans vibration de téléphone, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le craquement des vieilles tuyauteries. Je préparais une tisane de camomille. Ce n'était pas pour dormir. Je n'avais plus besoin d'aide pour cela. C'était plus un rituel. Une tasse tiède entre mes mains, la vapeur s'élevant comme un pardon que je n'avais jamais demandé. Mon téléphone s'alluma une fois. Rosa, puis une autre fois. Elena. Je n'ouvris pas les messages. Pas besoin. Je connaissais déjà le rythme. Choc, colère, culpabilité, supplication. Toujours dans cet ordre. Je bloquais les 2 numéros. Pas par cruauté, ni par fierté, mais parce que toutes les portes ne méritent pas d'être frappées indéfiniment. Je sortis sur le balcon. Il faisait frais, mais pas glacial. Ce genre de froid qui te rappelle que tu es en vie. En bas, la ville bourdonnait. Des gens marchaient, des phares allumés, quelqu'un promenant son chien dans un manteau trop grand. Une voisine, 2 étages en dessous, me remarqua et me fit signe de la main. Je lui rendis son geste. Ce petit geste était simple, mais plus réel que beaucoup des choses que j'avais faites par obligation. À l'intérieur, je commençais à éteindre les lumières une par une. Le salon, la cuisine, le couloir, sans cadres familiaux sur les murs, sans photos, juste du silence, juste de l'espace. Je ne me sentais ni triomphante, ni amère, ni brisée. Je me sentais simplement prête.
prête à arrêter de jouer un rôle, prête à cesser d'expliquer, prête à ne plus être le masque à oxygène de secours pour des gens qui n'ont jamais appris à respirer seuls. Quelque part, ils étaient probablement en train de réécrire l'histoire, me peignant comme la méchante, la froide, la fille ingrate. Qu'ils le fassent. Je ne suis pas venu ici pour être aimé. Je suis venu pour arrêter de faire semblant. Je n'ai pas disparu. Ils ont juste raconté l'histoire comme si je l'avais fait. Et maintenant, je l'ai raconté. En réponse aux commentaires. J'ai lu vos messages. Tous les vôtres, les en colère, les insultants, ceux qui lancent des jugements comme s'ils connaissaient mon histoire mieux que moi. Tu es égoïste. Comment peux-tu laisser ta sœur tomber? Je ne ferai jamais ça à ma mère. Tu finiras seul et tu le mérites. Ça a l'air inventé. Personne n'est aussi froid. Certains, je les ai lus avec colère, d'autres avec tristesse, mais surtout, je les ai lus avec une sensation qui m'était familière, celle d'être mal comprise même lorsque je fais de mon mieux pour expliquer, parce que j'ai passé toute ma vie à m'expliquer, à donner du contexte, à adoucir des vérités pour ne pas mettre mal à l'aise, à n'extraire que la partie acceptable de l'histoire, celle qui ne ternit personne, celle qui me fait paraître raisonnable. Mais voici ce que je n'ai jamais dit. Pendant des années, je suis resté silencieuse en pleurant dans la salle de bain parce que je devais revenir à table avec un sourire. Pendant des années, j'ai fait des heures supplémentaires pour combler des problèmes qui n'étaient pas les miens, puis je faisais comme si je pouvais me le permettre. J'ai été forte si longtemps que personne ne s'est demandé si j'étais fatigué. Personne ne m'a regardé et n'a demandé sincèrement, « Et toi, tu vas bien ?» Ils savaient juste me demander, et moi, comme toujours, je donnais jusqu'à ce qu'un jour je réalise que je me désintégrais, que tout ce que je faisais pour eux me coûtait cher. Et oui, j'ai vendu l'appartement sans rien dire. Oui, j'ai appelé la police. Oui, j'ai bloqué leur numéro, mais je ne l'ai pas fait par haine, je l'ai fait parce que je ne pouvais plus, car j'avais touché le fond en silence pendant qu'ils continuaient à parler de famille, comme si c'était une excuse pour franchir toutes les limites. Savez-vous combien de fois j'ai aidé avant de dire stop? Je vous l'ai montré. Transfert, avocat, dette, loyer, silence. Et quand j'ai enfin fermé la porte, c'est devenu une trahison. Si mon histoire vous semble cruelle, c'est que vous n'avez jamais eu à choisir entre votre santé mentale et votre famille. Vous n'avez jamais vécu dans un foyer où l'amour se mesure à l'utilité, où dire non est un acte de rébellion. Ce n'est pas une question de fierté, mais de survie, de reconstruction après des années à être le ciment de tout le monde, sauf de moi. Est-ce que ça fait mal? Oui. Je le referai aussi. Je ne suis pas la sœur parfaite, ni la fille idéale, mais j'ai été loyale, généreuse, présente jusqu'à me briser. Maintenant, je veux juste une vie où je n'ai pas à justifier mon existence chaque fois que je dis non. Alors continuez à m'appeler égoïste si vous le voulez. Continuez à construire des versions où je suis la méchante. J'ai déjà épuisé mes forces à me défendre face à des récits qui ne m'incluaient jamais comme personne, car je n'ai pas disparu. J'ai simplement cessé de jouer un rôle dans une histoire que d'autres écrivaient avec mon corps comme toile. Et cette fois, enfin, c'est moi qui écris l'histoire.